Tu as un partenariat avec les Franco cette année, si je ne me trompe pas, autour de l'éducation. Oui, autour avec les Franco-Éduc. Ouais. Les Franco-Éduc, le réseau Canopé et la SACEM sont associés ensemble pour fournir aux écoles et à toutes les formes d'enseignement qui existent des boîtes à outils pour proposer de la chanson contemporaine, ayant pour thématique un artiste défini. Cette année, c'est moi. Et donc, ils proposent des chansons avec les partitions, une biographie très, très fournie, écrite par Clémentine de Roudil. Beaucoup de matériel pour permettre aux profs de faire chanter, de faire écrire, de pratiquer la chanson à leurs élèves, qu'ils soient en maternelle ou en terminale ou en fac. Ils ont même commandé à un groupe de musique de reconstituer les morceaux piste par piste pour que les gens puissent les avoir, mais enlever la voix pour chanter à ma place, ou enlever la guitare pour jouer de la guitare à la place du guitariste qui joue sur mon disque, mais qui passe aussi par des petites partitions très simples pour pouvoir jouer les chansons au piano, des explications de texte, voilà. Ça s'appelle les enfants de la ZIC, les enfants de la ZIC, avec lequel d'ailleurs le 1 est partenaire, d'où notre présence à tes côtés cet après-midi. Est-ce que tu as envie qu'ils retiennent ou qu'ils aient une sorte de climat dans la tête quand ils penseront à Albin de la Simone, à quoi et à qui ils penseront? Ce qui me touche, par exemple, je crois qu'une des raisons pour lesquelles j'écris, c'est de me sentir pas seul avec mes problématiques. Et une des choses qui me touche, bon, en dehors aussi bien sûr du fait qu'on a envie d'être aimé, que j'ai envie d'être aimé, mais quelque chose qui me touche aussi, c'est quand les gens me disent « je vivais quelque chose à telle période et cette chanson je me suis senti moins seul en écoutant cette chanson, m'a beaucoup touché, m'a accompagné. » J'ai tout le temps besoin de partager ce qui est en moi, que ce soit les choses positives ou les choses négatives. Et donc, quand en face, on prend acte et on reçoit ce partage avec plaisir, je suis vachement content. J'ai le souvenir d'une rupture qui était vraiment très compliquée et j'écoutais la chanson des Vieux Amants, par exemple, de Brel, et je pleurais, ou alors j'écoutais Barbara, Dis quand reviendras-tu. Et c'était une souffrance encore plus grande que la mienne, enfin, une espèce de souffrance romantique je me faisais souffrir et c'était bon et ça me faisait du bien et j'allais encore plus loin dans ma souffrance. Ouais, mais en fait, ça m'aidait à vivre. Mais je suis sûr que je suis pas le seul à vivre les choses comme ça. Ouais, comme ouais, c'est mieux, ça va mieux. Voilà. Je mime tout ce que je... Gabriel, tu as noté aussi que ça fait 3 jours et 3 fois Brel. Hein. Je ne citerai pas beaucoup de chansons de Brel, mais cette chanson des Vieux Amants, alors ça, elle contient une des phrases, on parlait de Souchon tout à l'heure, et de la concision. Et ça, c'est un exemple que je cite, c'est mon exemple. Dans la chanson des Vieux Amants, il dit « Et chaque meuble se souvient, dans cette chambre sans berceau, des éclats des vieilles tempêtes. » Moi, je fais 4 albums avec ça. La concentration... la force de ces 3 lignes me pousse, enfin me donne envie d'écrire des chansons tellement c'est brillant, tellement c'est inspirant. Mais justement, cette puissance poétique, elle est aussi là parce que tu n'abordes pas les choses trop frontalement, comme tu disais. Et on parlait hier avec Dick Hanegarn de la polysémie des mots et de la façon dont finalement une chanson, une fois qu'elle est lâchée, elle est saisie. Et est-ce que tu as eu ces expériences-là d'interprétation très différentes de celles auxquelles tu attendais, en tout cas de ce que tu avais insufflé au départ? Ouais. Ben, ça arrive tout le temps. Et alors, soit c'est voulu de ma part, comme dans la chanson dont je vous parlais tout à l'heure, Les chiens sans langue. J'ai voulu qu'on puisse l'interpréter autrement, donc je reçois des interprétations qui sont démentes. Mais il arrive aussi que des chansons dont j'ai l'impression qu'elles sont super claires soient, par exemple, dans mon premier disque, il y a une chanson qui s'appelle Ton pommier. On me rappelle dans mon village parce que quelqu'un de proche s'est suicidé et cette personne se serait pendue à un pommier. Et je décris l'arbre, en fait, dans la chanson. Je décris l'arbre, mais comme un corps de souffrance. Elle est assez imagée et assez dure, cette chanson. Et un jour, c'était à la fin d'un de mes premiers concerts, un gars est arrivé et m'a dit « Le pommier, elle me parle, j'ai tout compris. L'ode à l'homosexualité, j'ai tout compris. » Pardon.
Il me dit ah bah oui. Et il m'a cité 3-4 exemples dans la chanson qui faisaient que pour lui c'était vraiment une chanson qui parlait de l'homosexualité et que c'était quelque chose qui lui avait fait grand bien. J'ai trouvé ça super. Il y a plein de choses qui contredisent ce qu'il m'a dit, mais lui il a reçu comme ça. Il a beaucoup plus de droits que moi sur cette chanson une fois que je l'ai chantée, quoi. Donc je suis ravi qu'il soit parti avec ça. Tu dis qu'à un moment donné il y a eu peut-être un malentendu, mais en quelque chose que tu as regretté. Alors j'étais même surpris par ta sincérité de dire j'ai regretté une chanson qui s'appelle Notre Homme sur peut-être tu peux nous raconter le malaise qui t'a saisi et qui a saisi ton public lorsque tu as parlé de cette question de la pédophilie à travers une chanson. Oui, j'ai écrit sur mon deuxième album, donc en 2005, une chanson qui s'appelle Notre Homme et qui parle de cet homme que tout protège, tout est finalement nous-mêmes, ça c'est une partie du refrain, qui est cet homme qui nous a offert un baptême un peu étrange et dont on comprend quand même assez clairement que je donne ma voix à une victime de pédophile en décrivant cet homme intouchable qui a quand même réussi, à commettre ça. Et la chanson est elle est très dure. Elle est vraiment dure. J'ai eu assez peu conscience de la dureté parce que c'est un sujet tellement dur et tellement profond pour le coup et tellement important que j'ai pas réussi à en faire quelque chose de léger, justement. Enfin, c'est normal. Et je l'ai chanté en concert assez souvent jusqu'à ce que quelqu'un un jour vienne me dire c'est insupportable. Tu peux pas. Moi, je viens pas à un concert me prendre ça dans la gueule. Je veux pas vivre ça, c'est trop frontal, il n'y a pas de porte de sortie, il n'y a pas de possibilité de comprendre la chanson autrement. Et ce qui m'a fait écrire dans mon dernier disque une chanson qui s'appelle Les chiens sans langue, qui parle d'un sujet aussi grave, qui parle de la perte d'un enfant et de la conséquence sur un couple, mais pour le coup, je l'ai laissé très énigmatique avec plein de possibilités de ne pas la comprendre ou de l'interpréter autrement. Et quand tu écris une chanson, est-ce que tu as l'idée que ça va être comme une petite société secrète qui va se partager ses mots, ou est-ce que tu te dis c'est une chanson qui va ricocher de tête en tête, de cœur en cœur? Ça dépend si j'écris j'aime l'amour ou j'aime me faire mordiller le coude par un rat, par exemple. Ça va pas avoir le même impact. Doser justement D-O-S-E-R, la portée de ce qu'on dit et nuancer. Parce que dire j'aime l'amour, c'est pas intéressant. Dire l'histoire du coude, c'est pas intéressant non plus. Et donc c'est faire un jeu comme ça de là vous me suivez pas, mais par contre je vous apporte peut-être une vision différente. Moi j'aime bien jouer avec ça et il y a de l'incompréhension parfois. Il y a des images que j'utilise qui pour moi sont très claires et pour des gens vont être complètement... Par exemple, encore je reviens sur ma chanson Les chiens sans langue, donc qui décrit ce couple qui a perdu un enfant et que je vois moi comme un chien sans langue. L'image des chiens sans langue, elle peut m'éloigner d'un public.